Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York. Ville verticale, faite de verre, d'acier, de rêves pressés et de silence complice. Une ville où les buildings grandissent plus vite que les regards ne s'élèvent. Où l'on croise 1000 visages par jour sans en retenir un seul. Là, dans l'ombre froide des tours de Manhattan, au cœur de Bryant Park, un banc de bois vieilli accueille chaque matin le même homme. Caleb Monroe. Cheveux poivre et sel, barbe soignée malgré la rue, regard perçant sous une casquette élimée. Pour les passants, ce n'est qu'un sans-abri de plus. Un homme de trop dans un décor d'argent. Mais Caleb, lui, observe tout. Il regarde là où les autres ne s'arrêtent jamais. Il écoute ce que personne n'entend. Il connaît le rythme de la ville comme on connaît un cœur malade, les pulsations, les alertes, les anomalies. Autrefois, Caleb portait un blazer en tweed, animait des conférences devant des amphithéâtres bondés et rédigeait des articles scientifiques à la pointe de la recherche. Professeur de physique quantique au MIT, il avait été un pionnier des matériaux adaptatifs, des structures capables de réagir aux pressions et à la température en temps réel. Un esprit brillant. Trop brillant, peut-être. Mais l'intelligence ne protège pas du chagrin. Sa chute ne fut pas brutale, mais lente. Progressive. Comme l'eau qui s'infiltre dans une fondation. Sa femme, Helena, était pilote d'hélicoptère pour les secours en montagne. Une femme forte, belle, vive. Elle s'est écrasée un soir d'hiver dans le Vermont. Son parachute ne s'est jamais ouvert. Défaillance technique. Une erreur rare mais statistiquement acceptable, selon le rapport. Caleb ne put l'accepter. Il enquêta. Remonta les chaînes de production, les brevets, les jeux d'influence et les non-dits. Il trouva des anomalies, des omissions volontaires. Mais il découvrit aussi quelque chose de pire, le silence volontaire de ceux qui savent. Ceux qui préfèrent ignorer la vérité plutôt que de ralentir l'argent. Il fut alors discrédité. Rayé des revues. Accusé d'obsession, de paranoïa. On ferma ses portes. On lui retira ses subventions. Puis ses amis. Enfin son domicile. Il disparut sans fracas, comme un homme trop éveillé dans un monde qui préfère dormir. Aujourd'hui, il vit dans les interstices de la ville. Un carnet noir toujours à la main, dans lequel il note ses observations, ses équations, ses soupçons. Il ne parle presque jamais. Mais il écoute toujours. À quelques kilomètres au nord-est, dans le quartier élégant de Midtown, un autre homme contemple la ville depuis les nuages. Richard Whitmore, 38 ans, costume italien sur mesure, regard assuré, sourire calibré. Dans son bureau de verre situé au dernier étage de la Skyform Tower, il domine Manhattan comme un roi moderne trône sur sa capitale. Son entreprise, Skyform Technologies, est une étoile montante de l'industrie aérospatiale. Elle développe des solutions de sécurité intelligentes pour les avions civils et militaires. Richard est ce qu'on appelle un génie de la productivité. Ancien élève de Stanford, self-made man en apparence, stratège de haut vol. Il incarne le rêve américain dans sa version la plus lisse. Mais derrière les trophées et les conférences TED, il cache une ambition féroce, être l'homme qui a révolutionné le saut de survie. Son dernier projet, le Skyjump One, est un prototype de parachute autonome, capable de détecter seul le moment idéal pour s'ouvrir en cas d'urgence, même si le pilote est inconscient. Un bijou technologique alimenté par des capteurs biométriques et des algorithmes prédictifs. Si ça marche, ce sera une révolution. Et un contrat à 9 chiffres avec l'armée. Pour prouver sa confiance absolue en son invention, Richard a prévu une démonstration spectaculaire. Il sautera lui-même d'un hélicoptère, lors d'un événement privé organisé dans les Hamptons, devant la presse, des investisseurs, des généraux et quelques milliardaires. Le tout sera diffusé en direct sur les réseaux. Ce saut, ce n'est pas qu'un test. C'est un symbole. C'est son saut. Sa légende en train de s'écrire dans le ciel. Ce qu'il ignore encore, c'est qu'un homme, assis sur un banc de Bryant Park, connaît un détail qui pourrait tout changer. Un détail ignoré par les ingénieurs. Une minuscule faille dans la perfection apparente.
Et ce détail peut tuer. 2 jours avant le grand saut, le soleil baignait Bryant Park d'une lumière dorée. Les arbres agitaient paresseusement leurs feuilles dans un vent d'été lourd, et les passants, pressés ou distraits, circulaient entre les kiosques à journaux, les food trucks et les bancs. Richard Whitmore descendait de son SUV noir avec chauffeur. Il traversait le parc d'un pas rapide, téléphone à l'oreille, lunettes de soleil vissées sur le nez. À ses côtés marchait Madison Lang, son attachée de presse, une jeune femme élégante et vive, en train de finaliser avec lui les dernières étapes de l'événement. L'équipe vidéo sera déjà sur place à 8 heures. NBC a confirmé la couverture en direct. Et j'ai parlé à l'amiral Levinson ce matin. Il sera dans l'hélico de soutien, comme prévu. Richard hocha distraitement la tête, son regard perdu dans les chiffres d'un email ouvert sur sa montre connectée. Son esprit allait plus vite que ses pas. L'excitation de l'événement, la tension, l'écho de son nom dans les médias, tout cela vibrait en lui comme une symphonie d'accomplissement. Mais alors qu'il s'apprêtait à contourner un banc usé près de la fontaine centrale, un murmure le coupa net dans sa marche. « Ne monte pas au parachute. Tu vas périr. » C'était une voix grave, mate, posée. Pas celle d'un fou hurlant dans la rue. Non. Une voix calme. Presque méthodique. Richard s'arrêta, stupéfait, le pied en suspens. Il se retourna lentement. Assis sur le banc, un homme maigre, vêtu d'un manteau trop grand malgré la chaleur, l'observait. Il avait les yeux calmes. Un regard vieux comme le monde, mais précis comme un scalpel. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demanda Richard, fronçant les sourcils, le ton sec. Caleb Monroe leva les yeux, lentement, comme s'il avait attendu cet instant depuis des semaines. Il ne souriait pas. Il ne cherchait pas à provoquer. Il constatait. Votre Skyjump One ne fonctionne pas sous forte humidité. Le capteur altimétrique perd sa calibration à cause de la condensation dans la chambre de déclenchement. Il croit s'ouvrir à 800 pieds. En réalité, il se déclenche à 400. Trop bas. Beaucoup trop bas. Un silence lourd tomba entre eux, coupé seulement par le bruit lointain d'un saxophone joué par un musicien de rue. Richard recula d'un demi-pas, presque malgré lui. Il sentit une gêne monter. Pas de peur. Plutôt, un malaise viscéral. Car cette information n'était pas publique. Elle ne figurait dans aucun document marketing, aucune note de presse. C'était une donnée confidentielle, verrouillée sur les serveurs internes de Skyform. Seuls les ingénieurs de haut niveau, quelques membres du conseil, et lui-même, étaient au courant. Et pourtant, ce vieil homme sans domicile fixe, sur un banc rongé par le temps, venait de réciter ces détails avec une précision clinique. « Qui êtes-vous » souffla Richard. Mais Caleb ne répondit pas à la question. Il fixa simplement l'homme debout devant lui, sans haine, sans peur, sans demande. « On m'a déjà traité de fou. Et puis on m'a oublié. Mais je n'ai pas oublié ce que je sais. Ce que j'ai vu. Et ce que je devine. Ce saut, ce que vous appelez votre triomphe, c'est une tombe volante si vous n'agissez pas. » Richard resta figé un instant. Il croisa le regard de Madison, qui le regardait, déconcerté. Il hocha la tête, comme pour clore la scène. « On y va » murmura-t-il, presque à lui-même. Et il repartit, sans dire un mot de plus, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait admis. Mais alors qu'il marchait, cette voix restait en boucle dans sa tête, comme une interférence dans une transmission. « Ne monte pas au parachute. Tu vas périr. » Il tenta de la balayer. De la classer parmi les absurdités new-yorkaises. Mais quelque chose s'était glissé dans son esprit. Une faille. Un grain de sable dans la machine parfaite de sa confiance. Le regard de cet homme, il l'avait déjà vu. Chez ceux qui savent. Ce n'était pas une attaque. Ce n'était pas un avertissement symbolique. C'était un fait. Brut. Irrécusable. Et dans le silence du SUV qui l'emmena vers son bureau, il regarda par la vitre les buildings défiler et pensa, pour la première fois depuis longtemps. Et si ce fou était le seul homme lucide dans cette ville? Le soir même, de retour dans la Skyform Tower, Richard Whitmore n'était plus l'homme conquérant du matin. Il était tendu.
Troublé. Une ombre flottait sur son visage. Les mots de l'inconnu résonnaient encore dans sa tête avec une précision effrayante. Il entra dans la salle de réunion du 47e étage, vitrée sur 3 côtés, où l'équipe d'ingénierie l'attendait. Une quinzaine de personnes, en polo brodé Skyform, lissèrent nerveusement leurs documents en le voyant arriver. L'atmosphère était tendue. Richard n'appelait jamais de réunion à cette heure. Je veux un contrôle complet du système Skyjump One. Simulation en conditions réelles. Bord de mer, forte humidité, 25 degrés Celsius, vent faible. Mais Richard, on a déjà effectué les tests d'altitude et d'humidité l'an dernier, répondit Karen Lee, directrice technique, visiblement surprise. Alors on les refait. En conditions réelles, cette fois. Avec enregistrement complet des séquences de déclenchement. Et je veux les logs bruts. Sans filtre. Il parlait d'une voix calme, mais tranchante. Une nervosité inhabituelle perçait dans ses silences. Il savait que quelque chose clochait, non seulement dans le système, mais peut-être dans son propre entourage. Les ingénieurs échangèrent des regards discrets. Certains haussèrent les épaules. D'autres tentèrent d'argumenter, avançant la solidité des certifications déjà obtenues, les délais à respecter, les enjeux médiatiques. Mais Richard coupa court. C'est un ordre. Pas une suggestion. Le lendemain matin, à 7h42 précise, Karen Lee entra dans le bureau de Richard avec une tablette à la main et le regard grave. Tu devrais t'asseoir. Il prit place lentement. Elle déposa la tablette devant lui et lança une série de vidéos captées lors du test accéléré. Sur l'écran, un mannequin bardé de capteurs était largué depuis un hélicoptère au-dessus de la côte, près des Hamptons. Le système Skyjump One devait s'activer à 800 pieds, comme prévu. Mais les courbes des capteurs racontaient une autre histoire. Regarde ici, dit Karen, désignant une chute rapide dans la courbe de pression atmosphérique. La condensation dans la chambre d'altitude a décalé la calibration du baromètre interne. Le système croyait être à 800 pieds, alors qu'il était à peine à 400. Sur la vidéo, le parachute s'ouvrait, mais trop tard. Le mannequin touchait le sol à 19 mètres secondes. Suffisant pour briser une nuque. Un crash mortel. Richard sentit son sang se glacer. Une onde de choc remonta sa colonne vertébrale. Il ferma les yeux. Les mots de Caleb surgissaient de nouveau, comme un verdict. Le système croit s'ouvrir à 800 pieds. En réalité, il se déclenche à 400. Trop bas. Beaucoup trop bas. Il inspira profondément. Pourquoi ça n'a jamais été détecté plus tôt? On a testé l'humidité, non? Karen baissa les yeux. Puis soupira. Oui, mais pas dans ce niveau de saturation combiné avec un gradient thermique aussi rapide. Et surtout, elle tapota sur l'écran, fit apparaître un document, un rapport d'analyse de test de juin. Ce rapport a été modifié. Richard fronça les sourcils. Modifié? Falsifié, Richard. Le vrai fichier montre une chute anormale des performances des 75% d'humidité. Mais dans la version transmise aux actionnaires et aux instances de validation, les données ont été lissées. Supprimées. Quelqu'un a menti pour valider le lancement. Un silence lourd s'installa. Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Qui? Karen hésita. Puis, d'une voix sèche. On enquête. Mais il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un du comité de lancement. Peut-être même Rick Morgan. Morgan. Le directeur financier. Le même qui avait poussé pour avancer la date de la démonstration, malgré les doutes de l'équipe scientifique. Le même qui lui avait répété que le risque calculé est le sel du progrès. Richard ferma les yeux. Il revit l'hélicoptère. Il se vit lui-même, debout au bord de la porte ouverte, le vent dans les cheveux, les caméras braquées sur lui. Et il comprit. Il aurait sauté. Il serait mort. Pas par accident. Par négligence déguisée en ambition. Par cupidité. Par trahison. Et un homme, un inconnu invisible dans le tissu urbain, l'avait vu avant tous les autres. Ce soir-là, Richard ne dormit pas. Il resta seul dans son bureau,
face aux images du mannequin chutant dans le silence. Il regarda la trajectoire encore et encore. Il imagina son propre corps dans cette descente. Il pensait à cette voix. Ce regard. Ce banc. Il pensa à la ville entière, si sûre de ceux qui brillent, et si sourde à ceux qui n'émettent plus de lumière. Et il sut. Caleb Monroe ne l'avait pas simplement prévenu. Il l'avait sauvé. Le lendemain matin. Bryant Park. L'air est frais, l'agitation typique de Manhattan s'installe doucement. Richard Whitmore traverse le parc, cette fois sans escorte, sans attaché de presse. Seul. Il porte un manteau beige, sobre, presque effacé. Il a mal dormi. Depuis la veille, une question le hante, comment un sans-abri connaissait une donnée aussi critique, classée confidentielle, au sujet du Sky Jump One? Au fond d'un banc, là où les pigeons picorent les miettes laissées par les passants pressés, Caleb est toujours là. Silencieux. Immobile. Les mêmes lunettes ébréchées sur le nez. Le même carnet jauni sur les genoux. Il griffonne à la plume, comme un moine copiste oublié par le siècle. Richard s'arrête. Il le fixe longuement, puis s'approche, lentement. Caleb ne lève pas immédiatement les yeux. Il termine une phrase. « Vous êtes revenu » dit-il simplement. « Comment saviez-vous » Caleb referme doucement son carnet. Il garde le silence quelques secondes, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « J'ai travaillé, il y a 15 ans, sur un prototype de détection de flux atmosphériques couplé à un altimètre adaptatif. Le même principe que votre Sky Jump, en moins élégant. À l'époque, on m'appelait « Professeur Monroe ». Puis un jour, on a décidé que j'étais trop prudent. Pas assez rentable. Trop lent. J'ai été évincé. Richard s'assied à côté de lui. Ce nom, Monroe, il l'a déjà lu dans un vieux rapport d'archives. Un scientifique brillant, mais évaporé du système après un désaccord majeur. Pourquoi m'avoir averti, demande Richard, les yeux tournés vers les fontaines du parc. Caleb inspire profondément. Parce que j'ai vu ce regard chez des hommes sur deux. Des hommes pressés. Le même que celui de l'ingénieur qui testait le parachute de mon épouse. Il marque une pause. Puis ajoute, sans amertume, mais avec une douleur contenue. Elle était instructrice de vol. Elle faisait une démonstration pour une équipe de jeunes recrues. Le déploiement a échoué. L'altimètre avait mal interprété la pression. Ils ont mis ça sur une erreur humaine. J'ai fouillé les données. J'ai crié, dénoncé, supplié qu'on revoie le système. On m'a fait taire. On m'a remercié. Poliment. Puis plus rien. J'ai tout perdu. Richard baisse les yeux. Il comprend. Pas seulement l'histoire de Caleb. Mais le monde dans lequel il vit. Ce monde où ceux qui dérangent les équilibres confortables sont écartés. Discrètement. Venez travailler avec moi, dit-il. Vous avez votre place dans mon équipe. Mais Caleb secoue la tête. Il sourit, presque tendrement. Je n'ai plus envie d'un bureau. Plus envie de badge, de couloirs en verre et de réunions qui durent trop longtemps. Je veux juste une table, du silence, et de quoi écrire. J'ai encore des idées. Mais je veux les offrir à ma manière. Richard ne discute pas. Il respecte. Mais il fait mieux. Il agit. Une semaine plus tard, un appartement discret à Harlem est aménagé. Un espace sobre, mais digne. Un bureau, une bibliothèque sur mesure, une connexion Internet au débit, et un tableau blanc. Pas d'ostentation. Juste un espace pour réfléchir. Pour renaître. Et surtout, Richard crée le Project Monroe, une cellule de recherche atypique, dédiée à retrouver des talents perdus anciens ingénieurs, chercheurs, enseignants que la société a laissé tomber. Les sans-visage. Ceux qu'on croise sans regarder. Caleb en devient le conseiller principal, à distance. Il travaille depuis l'ombre. Chaque semaine, une boîte arrive à l'entreprise Whitmore Dynamics. À l'intérieur, un dossier écrit à la main, des équations griffonnées, des mises en garde, des intuitions brillantes. Pas signé. Juste un M en bas de page. Les projets avancent.
Plus solide, plus humain. Caleb refuse toujours les interviews. Mais dans certains cercles, on commence à parler d'un esprit invisible qui sauve les projets avant qu'ils ne chutent. Un homme de l'ombre qui voit ce que les autres oublient. Et lui, dans son appartement, entre 2 tasses de café noir, il écrit. Parfois sur la technique, souvent sur les hommes. Sur la folie de croire qu'un homme se résume à son adresse ou à son titre. Sur les vérités qu'on enterre trop vite. Sur le silence. Et sur l'écho qu'il laisse, dans les cœurs qui savent encore écouter. 2 ans plus tard, Caleb publie un ouvrage intitulé « Ne monte pas ». Chronique d'un homme invisible dans une ville qui ne regarde plus. Le titre frappe. Le sous-titre dérange. Mais le contenu bouleverse. Ce n'est pas un simple livre. C'est une main tendue depuis les marges. Une gifle à l'indifférence polie des grandes avenues. Caleb y déploie une prose à la fois brute et poétique, comme une voix longtemps retenue qui retrouve enfin son souffle. Il y raconte les trottoirs glacés de l'hiver, les nuits rythmées par les sirènes, les silences pleins de jugement, et surtout ces regards qui traversent sans jamais s'arrêter. Il décrit la faim, l'injustice, les humiliations ordinaires, mais aussi les instants suspendus, un café offert sans commentaire, une main posée sur l'épaule, un inconnu qui écoute vraiment. Mais le cœur du livre, c'est ce moment précis, le saut évité. Ce jour où il a vu un homme monter, avec cette assurance aveugle que seuls les puissants affichent, et où, contre toute logique, il a levé la voix. Je n'ai pas crié pour être entendu. J'ai crié parce que je savais. Et parfois, ça suffit. Les critiques sont unanimes. Le New York Times parle un manifeste silencieux pour ceux qu'on piétine. Le Washington Post y voit une œuvre de mémoire urbaine, à la frontière entre la confession et le plaidoyer. Des universités l'ajoutent à leur cursus de sociologie, de philosophie, et même d'ingénierie éthique. Le livre devient un best-seller. Il traverse les frontières, est traduit en 17 langues. Il est lu dans les salons bourgeois, les écoles, les prisons, les abris de nuit. Des clubs de lecture se forment autour. Des élus en citent des extraits lors de leurs discours. Un sénateur de Californie affirme qu'il n'avait pas ressenti une telle claque depuis Baldwin. Mais pour Caleb, ce n'est pas la célébrité qui importe. Richard continue d'innover, de faire tourner ses usines et ses idées. Mais désormais, il ne prend plus une seule décision majeure sans appeler Caleb. Le « sans-abri », comme certains l'avaient résumé avec condescendance, est devenu le mentor silencieux de l'entreprise. Pas de titre. Pas de carte de visite. Pas de bureau à Manhattan. Juste une voix qu'on respecte. Quant à Caleb, il vit toujours dans ce petit studio à Harlem. Il écrit encore. Il lit beaucoup. Il écoute des disques de jazz et parle aux enfants du quartier. Il marche parfois à Bryant Park, mais il n'a plus besoin d'un sac de couchage. Il s'assoit sur un banc, un carnet sur les genoux. Ceux qui passent ne savent pas qui il est. Et ça lui va. Mais un jour, un adolescent s'approche. Timide. Un exemplaire du livre à la main, un peu écorné. Monsieur Monroe. Il hésite. Caleb lève les yeux. C'est vrai que vous avez sauvé un millionnaire, juste avec une phrase ? Un sourire discret se dessine sur le visage de Caleb. Il hoche la tête, doucement. Puis répond. Ce n'est pas le millionnaire que j'ai sauvé. C'est l'homme. Le garçon fronce les sourcils, intrigué. Caleb pose une main sur son épaule. Et parfois, une simple voix suffit à empêcher quelqu'un de tomber. Puis il se lève, lentement. Et s'éloigne dans l'allée du parc. Le carnet toujours en main. La ville recommence à bruisser autour de lui. Mais quelque chose a changé. Désormais, certaines personnes se retournent sur son passage. Non pas parce qu'il fait tache. Mais parce qu'il rappelle que dans le vacarme du monde, une seule voix, placée au bon endroit, au bon moment, peut tout changer.